Bienvenue à tous. Donc, on va attaquer le dernier chapitre de ce cours de géochimie qui traitera de la géochimie de la croûte continentale. Les parties relatives à l'hydrosphère et à l'atmosphère comme réservoir géochimique aussi ne sont pas traitées dans cette partie de cours car elles le seront largement pour ceux d'entre vous qui choisiront le parcours S6 environnement. Contrairement à la côte océanique, dont l'âge n'excède pas 200 millions d'années, pour les raisons que l'on a évoquées avant, sur les continents, on peut trouver des roches dont l'âge avoisine les 3 milliards d'années, elles-mêmes plus certains zircons ont donné des âges autour de 4 milliards d'années. Alors, mais si on compare les âges des roches sur la Terre à ceux de la Lune ou de Mars, les âges de la Terre paraissent beaucoup plus récents, c'est-à-dire qu'un certain nombre de roches se sont formées à des périodes beaucoup plus récentes que les âges définis pour la Lune ou pour Mars. Cela est lié évidemment à la dynamique interne de la Terre, avec donc cette fameuse fusion partielle du manteau qui produisent des liquides qui vont former la croûte océanique et qui vont être incorporés par la suite à la croûte continentale, plus le recyclage des plaques, donc ces éléments chimiques qui vont repartir dans le manteau supérieur grâce notamment à la subduction. Et il y a aussi toute la dynamique qui est liée aux activités externe, si on veut, ou à la géodynamique externe de la Terre, par exemple l'érosion mécanique, l'altération, le transport, le dépôt, donc tout ce qui est relatif à la genèse des roches sédimentaires. Alors, les continents sont limités à la base par le mot, évidemment comme le sont les océans aussi. L'épaisseur est cette fois-ci en moyenne de 35 km, variant évidemment selon que l'on est dans les zones en extension où elle est faible ou les zones en compression et avec surépaississement crustal dans les chaînes de montagne. La surface est de 2,118 km², la densité moyenne est de 2,85 g/cm3 et une masse globale qui est donc de 21 kg. Alors, les roches de la croûte continentale supérieure représente seulement 25% de la surface totale des océans, et cela donc nous y avons un accès direct. La croûte continentale a donc une composition globale granodioritique ou granitique dans laquelle donc les roches plutoniques sont principalement constituées par ces mêmes granites et granodiorites, 77%. Les quartz diorites ou diorites quartziques, ce sont donc des roches plutôt riches en plagioclase, avec des amphiboles et dans lequel on a plus de 5% de quartz, ça représente 8%. Les diorites, principalement formées de plagioclase et de hornblende, 1%, et les gabbros, donc des roches plus basiques avec du phénocloxène et un plagioclase plus de l'hornblende, sont 13%. Les syénites, donc ce sont des roches alcalines formées par essentiellement des feldspaths alcalins, donc plus riches en potassium et en sodium par rapport aux gabbros et aux diorites qui contiennent souvent des feldspathoïdes tels que les néphilines. Vous avez aussi les anorthosites, roches formées principalement par des plagioclases, et des péridotites, pour l'essentiel issus de la cristallisation fractionnée de magma basaltique d'origine mantélique, péridotites donc formées par de l'olivine, de l'orthopyroxène, du pyroxène, mais qui ne sont évidemment pas mantéliques pour la raison que je viens de donner. L'autre constituant principal des roches qui forment la croûte continentale, ce sont des roches sédimentaires dans lesquelles vous avez les shales. Alors les shales, c'est les sédiments les plus représentés, généralement des mélanges de sable et d'argile, ce que l'on peut appeler en général aussi des pélites. Ils constituent donc la plus large part des roches sédimentaires, 72%. Les carbonates, donc ils se forment dans des eaux relativement profondes, que ce soit en milieu marin ou en milieu continental, et les grès, donc les sandstones, qui représentent
11% sandstone, donc essentiellement formé par des grains de quartz mélangés ou non à des feldspaths ou à des micas qui représentent donc 11%, et enfin les évaporites, ces fameuses roches qui sont le résultat d'une précipitation, sédimentation à partir de bassins peu profonds, et dans lesquels on trouve donc des minéraux comme le gypse, comme le selgem ou la halite. Donc en gros, la composition générale est granitique, alors que les sédiments, qui ne représentent qu'une très très faible partie de cette croûte continentale. Évidemment, on est toujours dans le cadre de l'évolution de notre planète, où on sait que la croûte continentale a été extraite au cours des temps géologiques à partir du manteau primitif. Les questions qui viennent à nous donc pour comprendre la chimie de cette croûte continentale, ce sont les mécanismes qui sont responsables de la naissance des continents et de la croissance de ces continents. Avant de rentrer dans ces détails-là, alors cela se passe principalement dans les obstructions, comme vous devez vous en douter, il est important de commencer à discuter de la composition chimique de cette croûte continentale et la façon dont celle-ci est déterminée. On va commencer par la croûte continentale supérieure. Alors, comment évalue-t-on sa composition chimique? Trois approches sont proposées. Alors, la première se base sur l'évaluation des proportions de différents types de roches que nous avons. Il faut déterminer leur composition moyenne et retrouver ainsi une composition globale de l'ensemble. Alors imaginez au niveau de toute la planète, cela suppose que l'on a une base de données énorme qui permet d'abord une analyse statistique avant de rentrer dans les calculs de la composition moyenne de l'ensemble de ces roches en fonction de leur nature, de leur volume, etc. Bon, elle est fastidieuse, c'est pas celle qui est la mieux retenue. Une seconde consiste cette fois-ci à échantillonner au niveau de vastes régions, d'évaluer les proportions des différents composants et de leur composition, et calculer donc de proche en proche d'une région à une autre une composition globale avant d'élargir sur l'ensemble d'une partie du continent, puis du continent, etc. En utilisant ces deux méthodes, on a obtenu des résultats qui sont les suivants. Alors, pour la croûte continentale supérieure, au niveau de la silice, vous voyez, c'est 66%, c'est tout à fait une composition d'une granodiorite. Pour le titane, pour l'aluminium, le fer 4,5%, le magnésium, la chaux, la soude et la potasse, évidemment, qui sont relativement enrichis, pour un total qui est voisin de 100%. Si l'on compare cette composition de la croûte continentale supérieure à celle des shales ou des pélites, donc la moyenne, si vous voulez, de la composition chimique des sédiments qui sont le résultat de l'altération, de l'érosion, du transport, puis des dépôts des roches donc, qui sont à l'affleurement au niveau de cette croûte continentale supérieure, on obtient des résultats qui sont relativement comparables en termes par exemple de silice, en termes d'alumine, en termes de fer, de magnésium, etc. Seules peut-être les valeurs de la soude qui sont relativement faibles dans ces roches-là parce que les plages de glace ont été dissous et transformés en argile, alors que dans ces compositions-là, les plages de glace restent relativement sains. Alors si on s'amuse à partir d'ici à considérer cette composition comme celle, par exemple, d'un magma de composition granuleutique, et si on calcule, comme je le disais, pour les morbes, une composition virtuelle, on apprend donc la norme CPW. Alors, la méthode que vous est donnée ici, c'est donc la série de Bohème qui définit la façon dont les éléments chimiques sont répartis suivant les phases, à partir de celles qui cristallisent en premier jusqu'à celles qui cristallisent en dernier. Nous obtiendrions donc des compositions minéralogiques qui formeraient donc 15,7% de quartz, de l'orthose, donc le feldspar potassique avec l'albite, l'orthose albite, donc forme le feldspar potassique,
Et la bêta-lentite formerait une nuage de glace. Nous avons ici un chymochloroxène, un autochloroxène et un oxyde avec un total évidemment qui est glaçant. Voilà donc ce à quoi on peut arriver avec ces deux premières approches de la composition chimique de la croûte continentale. La troisième méthode, qui paraît être la meilleure, consiste à analyser les produits de l'altération, du transport puis des dépôts de sédiments dont la composition va être représentative de tous les terrains qui ont alimenté les roches du bassin dans lesquels ces produits d'altération se sont déposés. Alors, on en avait déjà parlé lors de la présentation de la géochimie en général, c'était l'introduction générale, et cet avantage réside surtout dans le fait que l'on ne manipule, que l'on considère un nombre réduit d'échantillons pour obtenir des moyennes significatives de différentes régions, puis de proche en proche. On peut donc évaluer la composition chimique d'une région de plus en plus vaste. C'est aussi le moyen par lequel on peut relever, comme je vous le disais, les fameuses anomalies géochimiques à des fins de prospection. Cela se fait par l'établissement de cartes géochimiques. Vous pouvez par exemple aller sur le site de l'ONIM, j'essaierai de vous mettre ça sur le polycopier du cours, dans lequel vous verrez par exemple au niveau du Maroc des cartes géochimiques qui sont basées justement sur cette dernière méthode. Alors, qu'est-ce qu'on peut analyser, qu'est-ce qu'on peut considérer? On peut considérer les shales, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des sédiments communs qui sont issus en général de l'altération, érosion, transport et dépôt des roches qui forment les reliefs sujets donc à la dégradation. Vous avez les moraines. Alors les moraines, ce sont des dépôts glaciaires. Alors, les moraines glaciaires, ce sont ces fameuses roches sédimentaires qui se déposent une fois un gros glacier aura fondu. Alors un glacier, vous savez, c'est un gros morceau de glace qui, en se formant, migre et il arrache toutes des petits morceaux, de gros morceaux de toutes les roches dans la vallée glaciaire dans laquelle il se déplace. Une fois ils font, ils déposent tout ce qu'ils transportaient, et tout ce qu'ils transportaient est représentatif de ce qui entoure, donc de la composition chimique des roches qui entourent ce fameux glacier. Vous avez aussi les dépôts éoliens, qu'on appelle aussi les LUS, ce sont ces produits donc, de dépôts après des tempêtes qui ont transporté de grandes quantités de sable, donc, qui ont été arrachés à des roches en place. Et enfin, et c'est peut-être le meilleur, ce sont les fameux dépôts fluviatiles, nous en avions parlé. C'est par exemple dans les rivières, vous avez les alluvions qui sont donc ces fameux dépôts qui s'effectuent au moment où le fleuve ou la rivière déborde et qu'elle est dans le calme. Tout se dépose, tout ce qui se dépose est normalement représentatif de tout ce que le fleuve a pu ramener comme sédiment, que ça a été un transport mécanique ou un transport chimique, parce que certains composants passent en solution évidemment dans les eaux de ces fleuves. Bon, cette méthode a été testée en comparant les charges, si vous voulez, en éléments chimiques des eaux de deux fleuves importants, la Garonne, je vais revenir dessus, et l'Amazone. Alors la Garonne est située, c'est le fleuve qui est là, elle prend l'essence avec un certain nombre d'affluents sur une chaîne de montagnes située entre l'Espagne et la France, qui s'appelle les Pyrénées. Et donc les eaux sont alimentées par les produits d'altération, puis de dissolution de différents types de roches, allant de roches mafiques, basaltiques, roches sédimentaires, roches granitiques, roches dendritiques, tout ce que vous voulez. Et donc on a analysé les eaux de ce fleuve pour voir quels sont les éléments qui sont porteurs. Ces roches des Pyrénées sont ici altérées sous un climat plutôt froid et humide. Alors que dans le second
fleuve, qui est l'Amazone, qui est ce fameux fleuve, l'un des plus importants au monde, donc qui traverse toute la forêt amazonienne. Et lui, il est alimenté par tous les fleuves qui prennent naissance, tous ces affluents qui prennent naissance dans la cordillère des Andes, vous savez, cette fameuse chaîne de montagnes qui longe la zone de subduction qui est ici, la subduction de l'océan Pacifique sous la plaque Amérique du Sud. Les produits d'altération, ici l'altération se fait plutôt sous un climat tropical, et qui alimentent donc les eaux de ce fleuve en les produits de dissolution de roches aussi variées que les premières, hein, roches basaltiques, roches granitiques, roches granulatiques, roches sédimentaires, etc. Donc on a pris ces eaux-là, on les a analysées, on a pris ces eaux-ci, on les a analysées, on a porté des résultats en termes d'éléments chimiques majeurs, comme on l'a vu jusqu'ici, pour constater qu'en fait il existe une corrélation linéaire témoignant que la composition de ce fleuve et de celui-ci sont relativement identiques. Cette approche est validée aussi en utilisant une autre méthode, donc, qui consiste à reporter sur un diagramme de normalisation des terres rares par rapport aux chondrites de plusieurs types de shale représentatives, donc de l'érosion, altération, érosion, transport et dépôt dans différents contextes de notre planète. Le premier, c'est le PASS, c'est Post-Archean Australian Shale. Ce sont donc des shales, pélites si vous voulez, australiennes post-archéennes. Alors pourquoi post-archéennes? Parce que à l'Archéa, au-delà de 2,6 milliards d'années, la configuration de la Terre n'était pas la même que celle que nous avons dans les périodes post-archéennes. Donc on préfère travailler sur ça pour être plus proche de ce que nous avons actuellement. Le deuxième groupe, c'est North American Shale Composite. Ce sont des moyennes donc de shale de l'Amérique du Nord. Et enfin, le ES, c'est European Shale, c'est une moyenne de la composition des shales de l'Europe. Alors, quand on analyse ces diagrammes, on voit que les spectres de ces trois groupes de shale sont pratiquement parallèles, avec les mêmes signatures géochimiques, à savoir un enrichissement en terres rares légères, ici, un spectre des terres rares moyennes et lourdes qui est pratiquement plat, et une anomalie négative ici, M. Daher vous parlera de ces anomalies-là plus en détail, négative, contrairement à ce que l'on observe dans la croûte océanique où cette anomalie est plutôt positive. La comparaison vous est aussi donnée ici sur ce tableau, où on a ici le taux de fractionnement des terres rares, c'est-à-dire le lantane normalisé divisé par les terbiums normalisés. Vous voyez que ces valeurs sont pratiquement les mêmes dans les passes, dans les losses ou dans les fleuves. Vous voyez, c'est pratiquement les mêmes, alors que le bouclier canadien, qui est beaucoup plus ancien que ces formations, a des valeurs différentes. Alors, l'anomalie en europium, qui est souvent matérialisée ou représentée par le rapport europium sur europium étoile. Alors c'est l'ampleur, si vous voulez, de cette anomalie, et europium étoile est égal à l'europium normalisé divisé par racine carrée de samarium normalisé multiplié par le gadolinium, samarium, gadolinium normalisé. Ça vous donne une idée donc de cette anomalie. Et là encore, les valeurs sont pratiquement identiques.